officier d'intelligence moyenne, travaille consciencieusement, a des connaissances générales convenables, s'intéresse aux sciences occultes. Voilà ce qu'on peut lire dans le dossier du gendarme Émile Tisanet. Son nom ne vous dit probablement rien, pourtant il est l'un des premiers chasseurs de fantômes français. Des tables de Ouija à sa passion pour l'ufologie, découvrez sa true story. Avant de commencer à vous raconter cette incroyable histoire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Bonjour, ici Andrea Brusque, bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme, mais aussi une histoire de fantôme. Son histoire aurait très bien pu inspirer un film, car elle est vraiment aussi captivante que celle des époux Warren, par exemple, qui ont inspiré The Conjuring, ou Fox et Mulder. Je vous laisse découvrir. Émile Tisanet naît en 1901. Il est adolescent lorsque la Première Guerre mondiale se termine et, comme beaucoup de gens à cette période, il s'intéresse au spiritisme. Dans sa chambre, il s'essaye d'abord au Ouija, la fameuse planche qui permettrait de communiquer avec les esprits. Plus tard, il teste l'écriture automatique, un phénomène où le médium écrit sous l'influence d'esprits de l'au-delà. Adulte, il va un peu plus loin. Avec sa fiancée, il expérimente l'hypnose et la télépathie. Il prend des notes, il consigne tout. Mais Émile est aussi rigoureux que prudent. Il décide donc d'arrêter les expériences à la naissance de son fils aîné pour ne pas perturber sa famille. À 27 ans, le jeune homme devient gendarme, plutôt parce qu'il en a les compétences que par vocation. Il ne délaisse pas son intérêt pour l'occulte malgré cela, mais il a bien conscience qu'il doit le garder privé. Pourtant, 2 ans plus tard, il ne peut s'empêcher d'aller enquêter officieusement sur une affaire très intrigante. Un matin du mois de mai 1930, il se rend à Sessuel, en Auvergne. Le temps est gris, la brume épaisse. Après une longue heure de route à travers la montagne, il arrive à la ferme des époux Rosier. Ce qu'il découvre est bien plus que ce à quoi il s'attendait. Verres et assiettes cassées partout sur le sol, canapés éventrés, tapisseries arrachées. Les faits durent depuis quelque temps sans que personne n'ait réussi à résoudre l'affaire. Émile se sent investi de la mission de calmer les forces invisibles qui frappent cette maison. Les témoignages qu'il recueille dirigent son attention sur Marguerite, la fille Rosier, âgée de 13 ans. Comme il l'a lu dans un ouvrage de parapsychologie, il arrive très souvent que les adolescents soient utilisés comme marionnettes par des entités néfastes. Il dégagerait alors involontairement une sorte de fluide qui trouble le calme du foyer. Pour prouver sa théorie, il propose que Marguerite soit mise à l'écart. Comme par magie, peu après qu'elle ait été éloignée de la maison, les phénomènes diminuent. Malheureusement, les faits se répéteront un peu plus tard sans que le chasseur de fantômes ne puisse résoudre l'enquête. L'affaire Rosier marque profondément Tisanet. Elle va avoir sur lui 2 impacts. D'une part, il adhère complètement à la théorie dite de la vilaine petite fille. Dans chaque cas de hantise, il va repérer un adolescent ou plus souvent une adolescente qu'il désigne comme l'épicentre du problème. D'autre part, il est déterminé à prouver que certains méfaits sont purement l'œuvre de forces invisibles et que la police doit lutter contre la criminalité paranormale. Pendant plusieurs années, Émile Tisanet sillonne la France. De village en village, il écume les maisons hantées, prend des notes, dessine des plans. Avec tout ça, il rédige des rapports détaillés de toutes ses enquêtes. Alors qu'il fait tout cela hors du cadre de son travail, il est méthodique, rigoureux, obsédé même. Et surtout,
il est toujours déterminé à montrer que la police a un rôle à jouer dans ces affaires de hantise. En 1937, il diffuse d'ailleurs un rapport à ses collègues pour les sensibiliser aux phénomènes occultes. Mais contrairement à ses attentes, personne n'accorde de crédit à ses recherches. Il reçoit même des moqueries de certains confrères. Pour lui, c'est l'humiliation. Il faut attendre 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, pour qu'une nouvelle chance d'obtenir la reconnaissance qu'il mérite se présente. Dans la petite commune paisible de Fontenay-Rohan-Rohan, dans les Deux-Sèvres, on ne parle plus que d'une seule chose, la maison hantée de la famille Hocher. Depuis quelques semaines, les phénomènes paranormaux, tous plus incroyables, se multiplient. Tisanet, qui est basé à quelques kilomètres, obtient cette fois l'autorisation officielle d'enquêter. Monsieur et Madame Hocher le reçoivent donc dans leur petite maison rustique et lui racontent tout ce qu'ils ont vu. Le gendarme les prend très au sérieux. Pour observer lui-même les phénomènes, il va rester sur place jusqu'au lendemain. Émile se prépare, il sort son bloc-notes et son stylo. Portes et volets sont fermés. La nuit tombe tôt. Nous sommes en novembre. La tension est palpable. Soudain, un abat-jour explose. Quelques minutes après, un manteau se déplace d'un bout à l'autre de la pièce. L'esprit frappeur va même faire léviter son képi. Après cette nuit mouvementée, les soupçons de l'enquêteur se portent à nouveau sur une jeune fille, Ginette, 15 ans. Il pratique avec elle l'écriture automatique et la jeune fille délivre des messages troublants, ce qui confirme sa thèse. L'adolescente est donc mise à l'écart et la maison retrouve le calme. Malheureusement, la suite de l'histoire est une énorme déception pour Tisanet. Ginette confie à un médecin qu'elle a mis en scène toute cette histoire pour faire parler d'elle. L'année suivante, elle revient sur ses aveux. Tisanet, en plus d'être ridiculisé, est perplexe. Comme sa hiérarchie se moque de ses lubies, il cherche la reconnaissance ailleurs. Dans les années 1940, il entretient une correspondance avec un scientifique proche de Pétain et fréquente des milieux très obscurs. Sa passion pour l'occulte ne l'empêche pas de faire son travail de gendarme docilement, avec ce que cela implique de plus sombre. En 1944, il est chargé avec 2 collègues d'arrêter une jeune fille juive de 14 ans. Suite à son interrogatoire, elle est envoyée à Auschwitz. Par chance, elle en sortira vivante. Cela dépeint un portrait trouble d'Émile Tisanet. Pourtant, sa position pendant la guerre est ambivalente. En parallèle, il a aussi aidé des résistants et fait arrêter des soldats allemands. Entre obéissance et prise de liberté, entre enquête méticuleuse et théorie toute faite, entre résistance et collaboration, le gendarme chasseur de fantômes est un personnage bien difficile à cerner. Après avoir pris sa retraite en 1954, Émile Tisanet a écrit de nombreux livres. Dans les années 60-70, il a même été invité plusieurs fois sur les plateaux télé pour parler de ses enquêtes. Malheureusement, la fin de sa vie est bien triste. Sa nouvelle passion pour l'ufologie, l'étude des ovnis, finit par le ronger puisqu'il affirme avoir été harcelé par une entité extraterrestre. Il meurt d'un cancer fulgurant en 1982 et malgré son expertise et son travail titanesque, il est depuis tristement tombé dans l'oubli. Son travail a cependant été exhumé par le documentariste Philippe Baudouin dans Les Forces de l'Ordre Invisible, un livre très complet rédigé à partir des archives personnelles d'Émile Tisanet. Si les histoires de fantômes vous passionnent, vous pouvez réécouter notre épisode sur la maison Winchester. N'hésitez pas également à parler de True Story autour de vous. Et la semaine prochaine, je vous parlerai d'un des plus grands auteurs américains qui a fait rêver les enfants du monde entier. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre via la page Instagram ou Twitter de Bababam. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.